Si vous avez vu ce film, vous n'en êtes sûrement pas ressorti indemne. Quand on pense aux films pour enfants, on imagine des histoires qui nous éveillent, qui nous emmènent dans des mondes fantastiques, des récits qui ont bercé notre enfance, comme on aime le dire. Et puis il y a... Le secret de Terabithia raconte l'histoire de Jess Arons, un garçon solitaire, renfermé, qui vit au milieu de ses 4 sœurs et de ses parents dans une petite maison en lisière de forêt. Une famille américaine très modeste qui survit avec le seul salaire du père, employé dans une quincaillerie. À la maison, l'ambiance est lourde. La fatigue des parents qui font face tous les jours à leurs problèmes financiers, les chamailleries des sœurs, les corvées quotidiennes, Jess a du mal à trouver sa place. Un rôle tenu par Josh Hutcherson, qui, comme vous le savez sûrement, jouera dans Hunger Games dans le rôle de... Pita. Vous voulez une pita? Non merci docteur, j'essaye d'arrêter. Vous voulez vraiment que je continue à résumer ce film? Oui, et pour l'instant nous sommes clairement face à un schéma narratif classique. Un personnage en difficulté qui va amorcer une évolution. Tout va naturellement s'arranger. À l'approche de la rentrée, Jess se prépare pour la grande course qui doit désigner le garçon le plus rapide du collège. Ses baskets tiennent à peine grâce à du scotch, reflet direct de la pauvreté de sa famille. Mais en voyant l'état de ses chaussures, sa mère décide d'intervenir. Je les ai jetés. Tu les as quoi? Maman? Je m'excuse, mais je n'envoie pas un de mes enfants à l'école habillé comme un clochard. Ne voulant pas que son fils ressemble à un clochard aux yeux de ses camarades, elle lui donne une paire ayant appartenu à une de ses grandes sœurs. Des Adidas rose flashy que Jess s'empresse de les recouvrir au feutre noir. Mais le camouflage disparaît aussitôt quand il arrose la serre de son père, une de ses nombreuses corvées, et le bus scolaire arrive. Pute, fils de pute! On pourrait croire que l'école serait pour lui une échappatoire, mais c'est tout l'inverse. Jess y est la cible de violences verbales et physiques qu'il encaisse en silence, ce qui ne fait que renforcer son isolement. Non mais ça va s'arranger. Sa véritable échappatoire, il la trouve ailleurs, dans le dessin. Sur ses cahiers, il crée sans relâche des créatures, des mondes, des personnages fantastiques en s'inspirant de son quotidien pour le transformer. À travers le dessin, il s'éloigne d'une réalité trop dure à affronter. Bref, la grande course arrive, un défi très attendu, qui doit désigner le garçon le plus rapide de l'école. Pour Jess, ce n'est pas juste une compétition, c'est une chance de briller, de se faire respecter, peut-être même de mettre fin au harcèlement. Et pourtant, alors que la victoire est à portée de main, qu'un semblant de bonheur s'offrait à lui, Jess est battue par une fille, Leslie Burke. C'est la piquette, Jess! Tu sais pas courir? T'es mauvais! Nouvelle dans la ville, elle vient d'emménager juste à côté de chez lui. Leslie semble être son exact opposé. Fille unique, des parents écrivains, une aisance naturelle et assez de caractère pour tenir tête au 4e qui terrorise tout le monde. Mais derrière ces différences, un point commun les rapproche. Leur imagination. Leslie adore inventer des histoires, et lorsqu'elle en lit une devant toute la classe, Jess est littéralement captivée. Tandis que les autres écoutent distraitement, lui se laisse happer par ses mots. Les images se forment dans sa tête, et le film le traduit par des effets numériques qui apparaissent autour de Leslie, comme si son univers prenait vie sous ses yeux. Et alors que le chevalier atteignait enfin le sommet de la tour pour sauver la princesse, il tomba nez à nez avec un dragon colossal, qui le carbonisa sur place. Ses magnifiques cheveux disparurent en une flamme et ses yeux bleus gonflèrent avant d'éclater comme 2 bulles brûlantes sur sa peau. Quant à la princesse, elle ne fut jamais sauvée. Elle fut mangée de l'intérieur, par les vers, vivante. Tu veux être mon ami? Tu veux être mon ami? De là naît une connexion, ce partage créatif devient un langage commun, et peu à peu leurs caractères opposés s'équilibrent. Elle, pleine d'assurance et toujours tournée vers les autres, lui réservé et en manque de confiance. 2 tempéraments que tout oppose, mais qui se complètent. Cette complémentarité, mêlée à leur imaginaire, pose les premières pierres de leur amitié. Petit à petit, ils apprennent à se découvrir et à partager, comme si chacun venait à combler un vide chez l'autre. Et un jour, après une énième journée compliquée à l'école, Leslie entraîne Jess jusqu'à la rivière près de chez eux, là où une vieille corde permet de passer d'une rive à l'autre. Elle lui propose d'inventer un monde, rien qu'à eux, loin des brutes de l'école, loin des soucis du quotidien. Un monde qu'on atteint simplement en se balançant avec cette corde. Imaginons que
que le seul moyen de pouvoir y entrer, c'est de se balancer sur une corde magique. Ça, une corde magique? Ouais, la corde magique, ouais. Saute. Jess hésite, ce n'est pas chez lui, il n'a pas confiance. Mais Leslie insiste, avec son énergie débordante. Elle encourage à voir cet endroit autrement, non pas comme une forêt inquiétante, mais comme une porte vers un monde meilleur, un espace où tout devient possible, leur monde à eux. Peu à peu, Jess se laisse convaincre. Leslie commence à transformer la forêt par ses histoires. Le vieux carillon rouillé devient le pas des prisonniers du sombre seigneur, les arbres tordus prennent vie comme des créatures mystérieuses, les libellules deviennent des guerriers prêts au combat, et une cabane abandonnée se mue en forteresse en ruine où ils décident de s'installer. Ensemble, ils se donnent une mission: libérer la forêt de l'emprise du sombre seigneur. Et ainsi naît Terabithia. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allez, viens! Viens! Les jours suivants, Jess et Leslie retournent dans leur royaume après l'école. Ils enrichissent leur univers, inventant toujours plus d'aventures et bâtissant peu à peu tout un lore. Ici, ils règnent en maîtres, avec un contrôle qu'ils n'ont pas dans la réalité. Un quotidien qui reste pourtant difficile. La pauvreté des parents de Jess, aggravée par un potager ravagé par une bête sauvage, ou encore les bruits de l'école qui continuent à tourmenter nos héros. Mais quelque chose change. Jess commence à s'ouvrir, comme lorsqu'il ose proposer son aide à sa professeure de musique qu'il admire. Mademoiselle? Ah, il parle. Ça paraît rien dit comme ça, mais on revient de loin. Hein. Avant, il ne faisait que la regarder, et elle, elle ne le regardait pas. Ça reste une petite victoire. Et puis vient un obstacle plus grand que sa timidité, Janice Avery, la brute de 4ème. Elle s'en prend à Leslie, à Jess et même à la petite sœur de ce dernier à qui elle vole ses chocolats. Jess, paralysée, ne réagit pas. Alors avec Leslie, ils retournent à Terabithia. Et là, leur imagination fait apparaître une nouvelle menace, le géant des trolls. Et même ce monstre, ils trouvent un moyen de s'en débarrasser grâce à leur chien qui lui chatouille les pieds. C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain et pas facile de nous déloger. Des ongles jaunis, épaissis, décollés? Parlez-en à votre médecin. Fort de cette victoire, Jess et Leslie décident d'affronter Janice dans la vraie vie. Leur plan, une fausse lettre écrite au nom du garçon le plus populaire de l'école pour lui faire croire qu'il est amoureux d'elle. Résultat, une humiliation publique, leur vengeance est un succès. Hélas, la réjouissance est de courte durée. Les jours suivants, Leslie surprend Janice en larmes, enfermée dans les toilettes. Elle croit d'abord qu'elle pleure encore à cause de leur coup et elle commence à le regretter. Mais la vérité est plus sombre. Janice est battue par son père. Les voisins ont alerté la police et toute l'école est au courant. L'ancienne harceleuse devient à son tour la cible des moqueries. Contre toute attente, Janice finit par se confier à Leslie et lui demander conseil. Leur rivalité prend fin et le géant des trolls que l'on découvre être à son effigie devient finalement un allié à Terabithia. Vous l'aurez compris, Terabithia n'est pas un simple terrain de jeu. C'est le reflet de la vie réelle de Jess et Leslie. Rien n'existe physiquement là-bas, mais leurs problèmes, eux, existent bel et bien et les suivent. Ce que l'on voit à l'écran n'est que la projection de leur imagination débordante, ni plus, ni moins. C'est un schéma qui se répète. À chaque problème du quotidien, ils s'échappent à Terabithia, ils gagnent en confiance, puis reviennent dans le monde réel un peu plus fort, que l'obstacle soit extérieur ou intérieur. Jess, par exemple, n'ose plus seulement aider sa professeure de musique, il lui parle de ses dessins, de son amour pour l'art. Tu prends des cours de dessin? Non, c'est moi tout seul qui les ai faits. Tu as beaucoup de talent. Un contraste fort avec son père qui, lui, ne comprend pas vraiment cette passion. Pour lui, le dessin ne nourrit pas une famille et ne résout aucun des vrais problèmes de la maison. Pourquoi tu dessines pas les foutus billets de banque pour payer tout ça, hein? C'est une bonne idée, ça. Pour une fois, rends-toi utile en dessinant des billets de banque. Mais si tu ne comprends pas la passion, tu fermes aussi les yeux sur pourquoi ton fils en a besoin. Parce que pour rappel, pour Jess, le dessin, c'est une échappatoire. Comme si les soucis des adultes faisaient oublier que les enfants aussi ont les leurs. Bon ok papa, on va réessayer une dernière fois, ok? Ok. Jess aime le dessin. le dessin. Jess aime le dessin. J'en ai rien à foutre. Qui est Jess? Plus tard, Jess rencontre les parents de Leslie qui l'accueillent chaleureusement chez eux. En retour, Jess lui parle pour la première fois de sa foi et l'invite à assister à une messe avec lui le dimanche. Là encore, c'est Leslie qui l'encourage à s'ouvrir, à assumer ce qu'il aime, ce en quoi il croit. La scène à l'église met en lumière ces grandes questions que les enfants se posent, celles qu'on pense souvent réservées aux adultes. Jess et sa petite sœur sont croyants, tandis que Leslie, elle, ne l'est pas, mais reste curieuse. Elle questionne la vie après la mort, la foi, le sens de tout ça. Le film rappelle quelque chose d'essentiel. Le rapport à la mort ne touche pas que les adultes.
Et plus largement, les enfants aussi s'interrogent, doutent, cherchent des réponses sans forcément que les adultes soient au courant. Leslie est en réalité le véritable moteur de leur amitié. C'est elle qui pousse, qui initie, qui tire Jess hors de sa réserve. C'est elle qui lui fait découvrir Terabithia, qui l'entraîne à défier les 4e, qui l'encourage à parler à sa professeure de musique, et même qui lui offre un set de peinture de qualité pour qu'il puisse enfin s'épanouir artistiquement. Et cette influence change Jess. Il a gagné en confiance, non pas grâce à Terabithia, mais grâce au regard de Leslie. Un regard sincère qui le voit tel qu'il est vraiment, contrairement à ses camarades ou même à sa propre famille. Et cette confiance, d'abord portée par Leslie, commence peu à peu à venir de lui. Encore une fois, après avoir aidé sa professeure de musique et s'être fait remarquer, il n'a plus peur de montrer ses dessins ni de révéler la sensibilité qu'il cachait au début du film. Elle lui propose alors de l'accompagner une journée pour visiter un musée, mais cette fois, Jess garde l'invitation pour lui. Il veut que ce moment soit à lui. Rien qu'à lui. Cette visite est une révélation, un instant suspendu où il comprend que l'art peut être plus qu'un refuge. Ça peut être une voie, un avenir. C'est la première fois qu'un adulte reconnaît vraiment son talent. Leslie Burke a raison. Un esprit tel que le tien, si tu le gardes bien ouvert, tu pourras créer tout un monde nouveau. Bah voilà, le secret de Terabithia, c'est un formidable film sur l'amitié. Donc moralité, soyez gentils avec vos amis et peut-être qu'un jour vous aurez la possibilité d'avoir une place gratuite pour aller au musée. Franchement, c'est un beau message, hein. Une superbe conclusion. C'est pas fini ? À la fin de cette journée au musée, Jess est heureux. Il rentre chez lui encore rempli de cette sensation nouvelle d'avoir été écouté, accompagné, validé par un adulte. Mais dès qu'il ouvre la porte, quelque chose ne va pas. Toute sa famille est réunie dans le salon. Et dès qu'elle le voit, sa mère se lève brusquement et l'enlace. Fort. Trop fort. Jess ne comprend pas. Il pensait rentrer, raconter son musée, sa journée, mais quelque chose pèse dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a ? Sa mère tremble, elle tourne la tête vers son mari, le père prend une inspiration et dit directement à son fils « Ton amie Leslie est morte. Elle s'est noyée dans la rivière ce matin. Apparemment, elle a voulu traverser avec une corde et la corde s'est cassée. Ça serait cogné la tête. » Les 20 dernières minutes deviennent un véritable chemin de deuil, filmé à hauteur d'enfant. Après le choc de la terrible nouvelle, le déni. On demande à Jess d'aller présenter ses condoléances aux parents de Leslie, mais lui, il ne comprend pas. Présenter quoi ? Pourquoi ? Elle va surgir quelque part, forcément. Dans leur maison, il croit l'avoir passée dans le couloir, entendre ses pas. Mais elle n'est jamais vraiment là. La colère. De retour à l'école, un élève lance... Ben c'est cool. Maintenant, le coureur le plus rapide de l'école, ça va être toi. Jess le frappe, il explose. Et n'hésite pas non plus à repousser violemment sa petite sœur, qui essaye de suivre partout son grand frère. Le marchandage. Jess retourne à la rivière, là où tout a commencé, alors qu'il voit la corde coupée nette. Il appelle Leslie comme si elle pouvait encore lui répondre. La tristesse, puis l'acceptation. À Terabithia, alors qu'il cherche désespérément son ami, Jess se retrouve face au sombre seigneur. Jusqu'ici, il n'avait affronté que ses sbires, sans jamais oser l'affronter directement. Mais cette fois, la menace s'avance vers lui sans fuite possible. Et contre toute attente, le sombre seigneur se révèle être son père, qui, au lieu de l'affronter, l'enlace. Accepter cette main tendue, c'est accepter la dure réalité, la mort de Leslie. Et pour son père, c'est accepter la peine de son enfant. En définitive, c'est la rencontre du monde des enfants et celui des adultes. Et vient la reconstruction. Le royaume de Terabithia ne disparaît pas, il évolue. Jess y construit un pont en bois à la place de la corde. Ce n'est plus un saut dans le vide, mais un passage sûr, réfléchi, construit. La corde, c'était l'enfance. Fragile, spontanée, pleine de risques. Le pont, lui, marque le passage à autre chose. C'est le symbole de la maturité, de l'acceptation, de ce lien retrouvé entre l'imaginaire et la réalité. Et surtout, ce monde, Jess ne le garde plus pour lui. Il y emmène sa petite sœur. Il ne transforme pas Terabithia en sanctuaire du passé, mais en héritage vivant. Un lieu qui continue d'exister différemment. Parce que grandir, ce n'est pas oublier, c'est apprendre à construire avec ce qu'on a perdu. Si le secret de Terabithia a autant marqué, ou plutôt choqué toute une génération, ce n'est pas seulement parce que le film parle frontalement de harcèlement scolaire et de mort, mais parce que rien,
Absolument rien ne nous préparait à ça pour un film présenté comme pour enfants. L'affiche, une invitation à un monde fantastique et plein de promesses, où était affiché aussi gros que le titre du film par les créateurs du monde de Narnia. Allez, viens! La bande-annonce, que des créatures et des effets numériques que l'on retrouve dans le peu de scènes à Terabithia. Allez, viens! Je me rappelle même qu'enfant, je m'étais même un peu ennuyé devant le film, car pour avoir vu le monde de Narnia sorti plus tôt, je m'attendais à tout sauf à ça. Je ne comprenais pas pourquoi on restait autant dans la vraie vie. Gabor Ksupo, vous êtes le réalisateur du film Le secret de Terabithia. Afin de mieux comprendre les sujets abordés durant le film, quel est votre rapport avec les enfants? Oh, good question. Bonne question. You know, fuck the kids. J'adore les enfants. I hate them. Je les aime tellement. Super. Alors... Alors oui, la promo du secret de Terabithia nous a bernés. Mais je pense que le film ne pouvait pas se vendre autrement. Parce que si on nous avait dit la vérité, personne ne l'aurait regardé à 10 ans. Et surtout, aucun parent n'aurait amené son enfant voir ça au cinéma. Il faut dire que la mort est montrée sans filtre. Tard dans le récit, comme un accident brutal, pas comme une étape héroïque. Rien à voir avec des films comme Le Roi Lion ou Star Wars, où la mort sert à faire évoluer le héros, où on a le temps de la préparer, de la comprendre, de la digérer avec des scènes drôles, des chansons, des flashbacks ou des fantômes. Ici, il n'y a pas de retour, pas de fantôme, la mort est juste définitive. Mais au-delà de ça, le secret de Terabithia parle plus globalement des problèmes des enfants que les adultes ne voient pas. À l'époque, dans les années 2000, le terme harcèlement scolaire n'existait même pas dans la conversation publique. Pas de campagne, pas de prévention, pas de programme scolaire, rien. Et forcément, si personne ne mettait de mots dessus, les parents ne voyaient pas le problème. Avec du recul et un regard plus posé sur ce que j'ai vu et vécu, je pense que le secret de Terabithia était en avance sur son temps. Il a osé. Et peut-être qu'au fond, le film n'était pas destiné aux enfants, mais plutôt aux adultes. Un premier pas pour ouvrir le dialogue.